5 enfants, une veuve et une luge brisée, jetés dans la neige mortelle sous un ciel plombé. Que feriez-vous si entre vous et la mort, il n'y avait que des planches pourries, un froid mordant et les cris d'un bébé dans vos bras gelés? Continue, maman, s'il te plaît, ne t'arrête pas, murmura le garçon de 11 ans tandis que le bois craquait sur le point de se briser sous le poids de 6 vies. Mais ce qui se cachait sous cette glace noire, enfouie parmi les rochers acérés et les légendes oubliées, était quelque chose qui n'aurait jamais dû être mis au jour. Et ce qu'elle a exhumé des profondeurs glacées n'était pas seulement un secret. C'était un cri de justice qui attendait depuis plus d'un siècle. Cet après-midi de janvier 1893, la neige tombait violemment à Valcourt, petit village de bûcherons perdu au milieu des pics glacés des Alpes françaises, transformant les chemins de pierre en rivières de boue gelée qui semblaient vouloir engloutir le peu d'espoir qui subsistait. Amélie Roussel, le visage marqué par les ombres d'une veille interminable, il regardait les flocons blancs s'abattre sur le cercueil de pain vide. Théo, un homme que la montagne avait englouti sans même lui rendre un corps à pleurer. L'odeur de cire fondue des bougies bon marché se mêlait à celle de la résine de pin et à l'humidité qui imprégnait les murs de bois pourris de sa cabane, créant une atmosphère suffocante qui lui collait à la peau et à l'âme. Ses 5 enfants, de Bastien, l'aîné de 11 ans, à la petite Lise, 8 mois, qui dormait d'un sommeil agité sur ses genoux, la regardèrent de leurs grands yeux noirs, attendant une réponse, une certitude qu'elle n'avait pas. Dehors, le vent hurlait comme une bête affamée réclamant son dû. Le silence qui suivit l'enterrement symbolique était plus lourd que la tempête de neige elle-même, seulement rompu par le bruit des ventres vides des enfants et le goutte-à-goutte incessant des fuites du toit. Avez-vous déjà tout perdu d'un coup? Avez-vous déjà eu l'impression que le sol se dérobait sous vos pieds alors que de petites vies dépendaient entièrement de vous? Théo avait laissé derrière lui non seulement un vide à table et dans le lit, mais aussi un réseau de dettes qui pesait comme une tache d'encre noire sur l'avenir de la famille. Amélie savait que le deuil était un luxe, que les femmes pauvres ne pouvaient se permettre, mais elle n'eut même pas le temps d'essuyer ses larmes que la réalité frappa à sa porte avec la brutalité de la réalité. Ce n'était ni un voisin qui apportait du réconfort, ni un ami qui offrait du bois de chauffage. Il était le contremaître du baron Armand de Courtois, l'aristocrate qui possédait chaque grain de neige et chaque planche de bois de Valcourt, un homme dont la cupidité était aussi profonde et froide que l'hiver alpin lui-même. Le baron ne daigna pas entrer dans la demeure. Il resta sous l'encadrement de la porte, se protégeant de la neige sous un chapeau de fourrure noire, regardant Amélie et ses enfants avec la même indifférence qu'on réserve à un animal devenu inapte au travail. Sa voix était grave, dépourvue de toute intonation humaine. Lorsqu'il lui rappela que la cabane, le traîneau et même l'air qu'il respirait appartenaient à la propriété et que la mort de Théo n'annulait pas la dette, elle la rendait seulement immédiatement exigible. Amélie sentit le sol se dérober sous ses pieds nus, une sensation de vertige et de nausée l'envahit, tandis qu'elle serrait son bébé plus fort contre sa poitrine, comme pour la protéger des mots qui allaient être prononcés. Gaspard Lefebvre, l'homme du baron, lui lança un ultimatum qui ressemblait davantage à une condamnation à mort. Quitter les lieux avant la tombée de la nuit, ou risquer la prison pour vol et fraude, ne lui laissant qu'une seule issue qui était, en réalité, une condamnation à l'abîme. Le seul bien que le baron de Courtois lui permit de conserver, dans un geste empreint d'un sadisme raffiné, était un vieux traîneau pourrissant près de la grange, une structure que les bûcherons du coin avaient abandonnée des années auparavant car ils la jugeaient dangereuse, même pour transporter du bois de chauffage jusqu'au village. Lefebvre a dit qu'elle pourrait prendre ce bois rongé par les vers et partir vers le passage interdit, une zone de canyon mortel connue sous le nom de « le passage du diable », où, disait-on, existait un autre chemin vers la vallée voisine, mais d'où personne n'est jamais revenu vivant. Le choix était impossible. Rester et regarder ses enfants mourir de faim dans les rues du village, humiliés et séparés de leur famille,
ou se jeter dans la montagne gelée avec la quasi-certitude que la glace finirait le travail que l'avalanche avait commencé avec son mari. Amélie regarda ses enfants, leurs visages sales et effrayés, et dans leurs yeux, elle ne vit aucune peur. Elle vit une confiance aveugle qui lui brisa le cœur en 1000 morceaux. Mais avant qu'Amélie ne découvre ce qui était caché depuis des générations dans cette grotte de glace, avant de vous raconter la suite, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un like dès maintenant, car la fin de cette histoire vous amènera à remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur la justice et le destin. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Auriez-vous le courage de traverser des montagnes mortelles si c'était votre seule chance de sauver vos enfants? La marche vers la lisière du village était une épreuve sous la neige torrentielle. Amélie portant le maigre poids de ses affaires dans un morceau de tissu déchiré et le poids infini du désespoir sur ses épaules. Les voisins observaient depuis leurs fenêtres entr'ouvertes, cachés derrière des rideaux de dentelle sale, incapables d'intervenir par crainte de la colère du baron de Courtois, devenant ainsi complices silencieux de cette injustice. La neige s'accrochait aux chevilles d'Amélie comme si la terre elle-même essayait de la retenir, la mettant en garde contre le danger, mais elle continua d'avancer, la mâchoire serrée et le regard fixé sur l'horizon blanc et tumultueux. Feriez-vous confiance à un morceau de bois pourri pour sauver un être cher? Ou laisseriez-vous la peur l'emporter? Arrivé au bord du précipice où commençait la montée abrupte, la luge apparut comme une carcasse abandonnée, le bois verdâtre sous la mousse gelée, les fissures promettant de laisser entrer le froid mortel des Alpes. Il n'y avait plus de retour en arrière. Son village natal l'avait renié, et désormais, elle ne pouvait que s'en remettre à la clémence des montagnes. Faire monter les enfants sur le traîneau était une manœuvre délicate et terrifiante, car on sentait la structure craquer et gémir sous le poids de 5 vies innocentes et d'un sac en cuir rempli d'eau à moitié gelée. Bastien, les lèvres violettes à cause du froid, essayait d'attacher des cordes sur les côtés du traîneau avec une détermination qui ne correspondait pas à son âge, ses petits doigts commençant déjà à trembler violemment. Amélie ramassa la corde épaisse et usée, sentant la fibre rugueuse lui écorcher les paumes calleuses. Une douleur aiguë qui lui rappelait qu'elle était encore en vie, qu'elle avait encore la force de se battre. Elle poussa le traîneau contre le premier monticule de neige tassé, luttant contre la pente qui semblait vouloir la ramener au village, comme si la montagne rejetait ce sacrifice. Mais elle tira avec une fureur née d'une panique maternelle, brisant la barrière de glace et plongeant dans l'obscurité blanche. Alors que le village de Valcourt se fondait dans une ligne lointaine et floue, la réalité de leur situation s'imposa à eux comme une pierre tombale de granit. Ils étaient seuls, gravissant l'immensité d'une montagne impitoyable, dans une structure qui grinçait de partout, sans autre direction que le désespoir. Le ciel s'assombrit rapidement, apportant avec lui une nuit sans étoiles, un gouffre où les seuls sons étaient le frottement rythmé du traîneau sur la neige durcie et les cris étouffés des petits. Le froid pénétrait jusqu'aux os, une humidité glaciale qui engourdissait les doigts et l'esprit, obligeant Amélie à se concentrer sur chaque mouvement pour éviter de lâcher la corde et de laisser le traîneau glisser dans l'abîme blanc qui s'étendait derrière eux. Quelle est la limite de l'endurance humaine? Combien d'heures une mère peut-elle marcher sur la glace avant d'abandonner? Chaque rafale de vent qui frappait le côté du traîneau résonnait comme un poing invisible, une menace constante de les faire basculer et de les condamner aux profondeurs glacées. La première nuit fut une épreuve d'endurance mentale et physique qui poussa Amélie au bord de la folie. Je ne voyais rien d'autre que la silhouette sombre des arbres enneigés. Je ne ressentais que le mouvement nauséabond de cette ascension interminable et n'entendais que le craquement sinistre du bois pourri qui semblait sur le point de se désintégrer. Elle gardait les enfants blottis les uns contre les autres au centre du traîneau pour conserver leur chaleur corporelle, les couvrant de son propre corps
et des lambeaux de laine qu'ils avaient réussi à apporter, leur murmurant des berceuses que le vent emportait avant qu'elles ne puissent les réconforter. Sous ses pieds, dans l'obscurité insondable de la neige profonde, elle sentait le glissement de choses lourdes et volumineuses se déplacer parmi les arbres, des ombres invisibles qui la suivaient à distance, comme des prédateurs testant la résistance de leur proie avant d'attaquer. La peur lui laissait un goût métallique dans la bouche, constant et amer. Lorsque le soleil se leva enfin, il n'apporta aucun répit, mais une révélation terrifiante de leur insignifiance au milieu de ce désert blanc. Aucun village n'était visible dans aucune direction. Seul un horizon circulaire de sommets enneigés les emprisonnait dans une prison de glace et de ciel. Le froid commença à se faire mordant au fil de la matinée, transformant l'humidité de la nuit en une sécheresse brûlante qui desséchait les gorges et gerçait les lèvres. Amélie rationnait l'eau de sa gourde en cuir avec une discipline de fer, n'en donnant que quelques gorgées aux enfants et se privant de tout réconfort, sentant sa langue gonfler dans sa bouche. Ses bras, engourdis et douloureux, continuèrent de tirer machinalement dans la direction où elle pressentait que se trouvait le passage interdit, guidée davantage par une intuition ancestrale d'épouse de montagnard que par une véritable connaissance cartographique. Croyez-vous à l'instinct, ou ne faites-vous confiance qu'à ce que vous voyez de vos propres yeux? Au 3e jour, la situation était devenue critique. Les enfants gisaient au fond du traîneau, presque inconscients de déshydratation et de froid extrême, la peau brûlée par les rayons incessants du soleil sur la neige. Amélie sentait sa raison se briser. Elle voyait des mirages de cabanes fumantes qui disparaissaient dès qu'elle essayait de se concentrer et entendait la voix de Théo l'appeler du fond des arbres gelés. Il était sur le point d'abandonner, de lâcher la corde et d'enlacer ses enfants pour attendre la fin ensemble, lorsqu'un changement soudain s'opéra dans le paysage. Devant eux, surgissant de la brume comme les crocs d'un monstre préhistorique, se dressaient les formations rocheuses qui marquaient l'entrée du passage du diable. Des parois verticales de pierre noire, recouvertes de glace, s'élevaient, telles les portes d'une cathédrale infernale. Le souffle du vent dans les étroites fissures annonçait que leur véritable calvaire ne faisait que commencer. Mais là, parmi ces rochers mortels, se cachait une chance, un unique passage étroit traversant la montagne. Le problème était simple et terrifiant. Le traîneau ne rentrait pas. Amélie regarda la fissure, puis ses enfants tremblants, puis le ciel qui commençait à s'assombrir de nouveau. Bastien suivit son regard et comprit avant même qu'elle n'ait prononcé un mot. « Nous allons devoir laisser le traîneau derrière nous, n'est-ce pas, maman ?» Elle ne répondit pas. Elle commença simplement à décharger sur leur dos tout ce qu'ils pouvaient apporter. Les chiffons de laine, la gourde presque vide, les quelques miettes de pain rassis qui restaient. Le traîneau qui les avait amenés là serait abandonné comme un cadavre aux portes de l'enfer. Que laisseriez-vous derrière vous si vous deviez choisir entre des objets et des vies? Pénétrer dans le passage fut comme être engloutie vivante. Les parois rocheuses se resserraient tellement qu'Amélie dut marcher de côté, la petite Lise attachée contre sa poitrine, les 4 autres la suivant en file indienne. Bastien fermait la marche, repoussant les plus jeunes lorsqu'ils trébuchaient. L'air à l'intérieur de la crevasse était différent, plus lourd, chargé d'une humidité ancienne et d'une odeur minérale rappelant le vieux sang mêlé à la neige. Ce n'était pas un passage naturel. C'était une cicatrice sur la montagne, une plaie géologique qui n'aurait jamais dû s'ouvrir. La lumière du soleil ne pénétrait que sur les premiers mètres. Ensuite, tout se transformait en un crépuscule bleuté où la glace scintillait sur les parois comme des yeux morts la regardant passer. Le sol était inégal, jonché de pierres instables et de flaques d'eau gelée qui lacérèrent la plante des pieds nus d'Amélie. Chaque pas était un pari, chaque respiration un effort conscient pour ne pas paniquer. Il existe dans le monde des endroits qui n'ont pas été faits pour les humains. On le ressent dès qu'on y pénètre, un rejet viscéral, comme si la terre elle-même disait « Tu n'as pas ta place ici ».
Ils marchèrent des heures durant dans la pénombre. Les enfants ne pleuraient plus. Ils étaient au-delà des larmes, plongés dans un état de choc silencieux où ils suivaient simplement les pas de leur mère comme des automates figés. C'est alors que le sol se déroba sous les pieds d'Amélie. Ce n'était pas un effondrement spectaculaire, mais un piège silencieux. Une fine couche de glace recouvrait un trou noir dans le sol du passage. Elle sentit le vide sous son pied droit et, dans un réflexe désespéré, se jeta en arrière, s'agrippant à un rebord rocheux de sa main libre, tandis que l'autre serrait Lise contre sa poitrine. Bastien hurla et agrippa le dos de la robe de sa mère, la retenant tandis que la glace se fissurait en une toile autour du trou. Pendant de longues secondes, Amélie resta suspendue, à moitié à l'intérieur, à moitié à l'extérieur de cette crevasse qui exhalait un air glacial et putride, une ouverture vers quelque chose de profond et d'inquiétant dans les entrailles de la montagne. Quand ils réussirent enfin à la ramener, elle s'éloigna du trou en rampant, tremblante de tous ses membres. Mais quelque chose avait changé. Elle avait aperçu quelque chose dans les profondeurs de ces ténèbres. Une lueur. Ce n'était pas le reflet de la glace. C'était quelque chose de métallique, d'artificiel, d'humain. La curiosité est-elle plus forte que la peur, ou bien le désespoir transforme-t-il tout en courage? Amélie s'approcha de nouveau du bord, cette fois avec précaution, et jeta un coup d'œil à l'intérieur. La profondeur n'était pas aussi grande qu'elle l'avait imaginé, 3 mètres environ. Et en contrebas, partiellement recouverte de neige tombée par une fissure dans le plafond du passage, se trouvait une structure. Ce n'était pas une grotte naturelle, c'était une grotte creusée, aux parois trop lisses pour être l'œuvre de l'érosion. Et au fond de cette grotte, brillant faiblement sous la neige accumulée, se trouvait quelque chose qui ressemblait à un cercueil métallique. Non, pas un cercueil, un coffre. Amélie regarda Bastien. Le garçon, avec ses 11 années de sagesse forcée, comprit ce qu'elle envisageait et secoua violemment la tête. « Non, maman, on ne peut pas s'arrêter. Il faut qu'on sorte d'ici. » Il avait raison. Chaque minute passée à l'intérieur réduisait d'autant le temps qu'il leur faudrait pour trouver la sortie de l'autre côté. Mais quelque chose de viscéral, une intuition venue d'un endroit plus profond que la raison, disait à Amélie que cet objet n'était pas là par hasard. Elle pensa à Gaspard Lefebvre, l'homme de main du baron. Elle pensa à l'arrogance avec laquelle il l'avait chassé. Elle pensa à la cabane qui ne serait jamais la leur, à la dette qu'il ne pourrait jamais rembourser. Et il pensait que, s'ils devaient mourir de toute façon, au moins ils mourraient en sachant qu'ils avaient tout essayé. « Bastien, dit-il d'une voix qui ne s'accrochait à aucune objection, attache la corde autour de ma taille. » Ce qu'elle s'apprêtait à faire était de la folie. Mais la frontière entre folie et survie était devenue aussi ténue que la glace sous ses pieds. Bastien, les joues figées par des larmes, obéit. Il noua la grosse corde de fibres autour de la taille de sa mère, vérifia le nœud à 3 reprises, puis, avec ses 3 frères aînés, tint l'autre extrémité tandis qu'Amélie confiait Lise au bras tremblant de son fils. « Si la corde casse, murmura-t-elle, n'attends pas. Sors d'ici et trouve la lumière. » Avant qu'il puisse protester, elle se laissa glisser le long du bord du trou. La chute fut courte mais brutale. Amélie atterrit sur les genoux, sur une couche de neige tassée qui amortit partiellement le choc. Une douleur fulgurante lui parcourut les jambes, mais elle serra les dents et ne cria pas. Je ne pouvais plus effrayer les enfants. Il se leva avec difficulté, sentant chaque muscle protester, et regarda autour de lui. La grotte était plus grande qu'elle n'y paraissait vue d'en haut. Une chambre ovale creusée dans la roche vivante, dont le plafond partiellement effondré laissait pénétrer la neige et une lumière diffuse. Et là, contre le mur du fond, se trouvait le tronc. Elle n'était pas grande, à peu près de la taille d'un coffre à pain, mais elle était lourde. Amélie le devina à la façon dont elle s'enfonçait dans la neige. Le métal était corrodé par le temps et l'humidité, recouvert d'une couche de glace qui luisait comme des écailles de dragon. Des inscriptions figuraient à la surface, des lettres élaborées, presque effacées,
mais encore lisible pour quiconque savait lire le vieux français. Amélie le savait. Son père, avant de mourir alors qu'elle avait 12 ans, était scribe à l'église. Il lui avait appris à lire non seulement le français moderne, mais aussi les textes anciens des registres paroissiaux. À le tradition, propriété de la famille Montclair, année 1782. Propriété de la famille Montclair, en 1782, enterrée là depuis plus de 100 ans. Et Montclair était le nom de jeune fille de sa grand-mère. Le cœur d'Amélie s'est arrêté. Cela vous est-il déjà arrivé de découvrir que votre histoire personnelle est enfouie dans un endroit où vous n'auriez jamais imaginé chercher? Les mains tremblantes de froid et d'adrénaline, elle commença à gratter la glace autour du coffre. La surface métallique était scellée par des bords de plomb fondu. Quelqu'un avait pris soin de s'assurer que le contenu ne se corromprait pas avec le temps. Il n'y avait pas de serrure visible, seulement le scellé de plomb. Amélie chercha alentour et trouva une pierre pointue tombée du plafond. Elle se mit à frapper le seau, chaque coup résonnant dans la grotte comme le son lointain d'une cloche d'église. À l'étage, Bastien cria « Maman, il commence à faire nuit !» Elle l'ignora. Elle frappa plus fort. La balle commença à se fissurer. 3 coups de plus. 4. 5. Le joint se referma avec un craquement sec et le couvercle s'ouvrit en grinçant, les charnières n'ayant pas bougé depuis des décennies, libérant une odeur d'air vicié et sec, un soupir du passé qui contrastait fortement avec l'air humide et glacial de la grotte. Ce qui se dévoila devant ses yeux n'était pas l'éclat doré des pièces d'or qui peuplaient les légendes, mais quelque chose de bien plus sobre et d'infiniment plus précieux. Enveloppé dans des lambeaux de velours défraîchis et de tissus cirés qui s'effritaient au toucher, se trouvaient des colliers de perles noircies par le temps, des bagues serties de pierres précieuses, des boucles d'oreilles en argent massif, des bijoux de famille, une dot. Et en dessous, protégés dans un cylindre de cuir scellé à la cire rouge, se trouvèrent des documents, des papiers épais et jaunis, couverts d'une écriture élaborée et de sceaux officiels qu'Amélie reconnaissait vaguement pour les avoir vus sur des affiches royales sur la place du village. Il ne s'agissait pas du butin de voleurs, c'était une cargaison officielle, perdue et oubliée, dont la valeur dépassait largement le simple poids du métal. Amélie tenait l'un des colliers, sentant sa froideur dans la paume de sa main, et une compréhension soudaine illumina son esprit épuisé. Ce sceau, les armoiries gravées sur le cylindre de cuir, était le même que celui qui ornait l'entrée de l'ancienne propriété en ruine, au nord du village. La terre d'origine que le grand-père du baron de Courtois avait revendiquée comme la sienne il y a des décennies, invoquant la négligence. Une légende locale raconte l'histoire d'une famille qui a disparu pendant la Révolution, emportant avec elle les titres de propriété et les bijoux de famille, laissant ainsi les terres vulnérables à la saisie par des opportunistes. Ce coffre n'était pas qu'un simple trésor. C'était l'histoire volée de sa propre famille, la preuve matérielle d'un crime générationnel qui avait condamné des gens comme elle à une misère éternelle. Elle détenait entre ses mains la clé pour détruire l'homme qui l'avait envoyé à la mort. Mais la montagne ne comprend ni la justice historique, ni les rédemptions poétiques. Un grondement sourd résonna contre les parois de la grotte. Ce n'était pas le vent, c'était bien pire. Le bruit caractéristique de la neige qui tourbillonne en masse, une avalanche lointaine qui faisait vibrer la roche sous les pieds d'Amélie. Les coups portés sur le joint d'étanchéité en plomb s'étaient propagés dans les crevasses de la montagne, soulevant des couches de neige instables accumulées depuis des semaines. À chaque seconde qui passait, le danger augmentait de façon exponentielle. Là-haut, Bastien criait « Maman, il neige !» Amélie regarda le coffre. Il était trop lourd pour grimper à la corde. Impossible à porter. L'instinct de survie lui criait de l'abandonner, de remonter et de s'enfuir avec ses enfants avant que le passage ne s'effondre sur eux. Mais son cœur a refusé. En une fraction de seconde, elle prit une décision qui défiait toute prudence. Elle commença à sortir les bijoux et les documents du coffre, les fourrant dans sa robe,
et serra contre son ventre le cylindre de cuir contenant les papiers avec des bandes de tissu arrachées à sa propre jupe. Le métal froid des bijoux brûlait sa peau glacée comme des braises ardentes, mais elle ne s'arrêta pas. Elle remplit chaque poche, chaque pli de tissu, transformant son corps en une arche humaine. Le coffre vide resterait, mais la vérité l'accompagnerait. Avez-vous déjà dû choisir entre le poids matériel et le poids du sens, entre survivre et prouver que votre vie avait un sens? Tirez, cria-t-il vers le haut, saisissant la corde à deux mains. Bastien et les trois autres se mirent à tirer avec une force surhumaine, une force qui semblait insurmontable pour des corps si frêles et affamés. La corde lacéra les paumes d'Amélie, ouvrant des plaies déjà craquelées par le froid, mais elle continua à grimper, prenant appui sur la paroi rocheuse centimètre par centimètre. Quand ses mains finirent par s'agripper au rebord et que Bastien la tira hors de là, le grondement de la neige était devenu assourdissant. Le passage tout entier se mit à trembler. « Cours !» Amélie arracha Lise des bras de Bastien et se mit à courir dans l'étroite crevasse, dans la direction opposée à celle d'où elle venait. Impossible de faire demi-tour. Il fallait avancer. Les parois rocheuses vibraient. Des blocs de glace tombèrent du plafond comme des lames, fendant l'air autour d'eux. Les enfants couraient, trébuchant, tombant, se relevant, pris de panique. Et puis, comme un cruel miracle, la fissure commença à s'élargir. La lumière passa du bleu foncé au gris clair. De l'air frais, de l'air extérieur, pénétra dans les narines d'Amélie, comme une bénédiction brûlant ses poumons. La sortie. Il se trouvait à 20 mètres de là lorsque l'avalanche a finalement atteint le passage. Amélie ne se retourna pas. Elle se mit à courir, serrant Lise contre elle d'un bras et tirant Claire, la fillette de 7 ans, par la main de l'autre. Bastien les poussa au milieu. 10 mètres. Le grondement derrière eux était comme si la montagne elle-même hurlait. 5 mètres. La neige commença à s'infiltrer dans la fissure comme une rivière blanche déchaînée. 2 mètres. Amélie se jeta en avant, se faufilant dans l'ouverture du passage et atterrissant face contre terre de l'autre côté, les enfants dégringolant sur elle dans un amas tremblant de corps. Une seconde plus tard, la neige jaillit de l'ouverture comme un dragon crachant du feu blanc, bloquant complètement le passage derrière eux sous des tonnes de glace compactées. Ils gisaient là, dans la neige, de l'autre côté de la montagne, haletant, pleurant, vivant. Amélie se tourna sur le dos, contemplant le ciel qui commençait à se teinter d'orange sous les rayons du soleil couchant. Elle sentait les bijoux incrustés contre ses côtes, le cylindre de documents pressait son ventre. Chaque morceau de métal était une promesse. Il ne reviendrait pas en mendiant, il reviendrait en héritier. Mais d'abord, il devait survivre à la descente. Le paysage de l'autre côté du col était différent. Moins escarpé, couvert de pins centenaires dont les branches pliaient sous le poids de la neige accumulée. Ce n'était pas la vallée habitée qu'Amélie s'attendait à trouver, mais au moins c'était moins hostile que les gorges qu'elle venait de traverser. Le problème était simple, ils étaient épuisés au-delà des limites humaines, sans nourriture, sans abri, et la nuit tombait rapidement. Amélie regarda autour d'elle, cherchant le moindre signe de civilisation. De la fumée, des lumières, un chemin, n'importe quoi. Il n'y avait que des arbres et de la neige. Bastien tira sur sa manche. « Maman, regarde !» Il désigna du doigt la pente naturelle de la montagne. Entre les arbres, des traces dans la neige, d'anciens sentiers à moitié recouverts, mais encore visibles. Quelqu'un était passé par là, récemment. Amélie força ses muscles endoloris à bouger une fois de plus. Il prit Lise dans ses bras, qui restaient étrangement immobiles, et commença à descendre en suivant les marques. Les enfants la suivirent en silence. Ils étaient au-delà de toute plainte, au-delà de toute peur. Ils existaient, tout simplement, pas à pas, car s'arrêter signifiait se figer et mourir. Ils n'avaient pas le choix. Sais-tu ce que signifie se dépasser?
quand ton corps continue d'avancer simplement parce que ton cerveau n'a pas encore compris qu'il aurait dû abandonner? Ils marchèrent pendant 2 heures dans la pénombre grandissante. Les traces dans la neige devenaient plus nettes, plus récentes. Et puis alors que la nuit était presque tombée, Amélie vit quelque chose qui fit bondir son cœur. Lumière. Une faible lueur jaunâtre vacillait entre les arbres. Feu. Elle n'a pas réfléchi. Elle a simplement couru vers la lumière, trébuchant sur des racines cachées sous la neige, les enfants la suivant comme des fantômes silencieux. La lumière provenait d'une petite cabane basse, à demi enfouie sous la neige, d'où s'échappait de la fumée par une cheminée de pierre de fortune. Ce n'était pas une construction élégante. C'était le genre d'abri que les chasseurs solitaires ou les bûcherons utilisaient en hiver. Amélie frappa à la porte en bois du poing, sans force, juste un petit coup désespéré. Silence. Il frappa de nouveau, plus fort, utilisant ses dernières réserves d'énergie. La porte s'ouvrit. Un vieil homme se tenait là, avec une longue barbe blanche noircie par la suie, de petits yeux méfiants sous d'épais sourcils. Il tenait une hache dans sa main droite. Il regarda Amélie. Il regarda les 5 enfants derrière elle, tremblants, les lèvres bleues et les yeux vides. Pendant un instant terrifiant, Amélie a cru qu'il allait leur claquer la porte au nez. Mais alors le vieil homme vit quelque chose, peut-être le désespoir dans ses yeux, peut-être le bébé silencieux dans ses bras. Et quelque chose se brisa dans son expression durcie. Il baissa la hache. « Entrez », dit-il d'une voix rauque, comme s'il n'avait pas parlé depuis des semaines. « Vite, avant que le froid ne vous tue. » Amélie faillit s'évanouir en franchissant le seuil. La chaleur du feu de camp au centre de la cabane était si intense qu'elle lui brûlait la peau glacée comme s'il s'agissait de véritables flammes. Le vieil homme referma la porte derrière eux et rapprocha un tabouret du feu. « Asseyez-vous. Ne parlez pas. » « Pas encore. » Il prit une marmite en fer suspendue au-dessus des flammes et versa un liquide fumant dans des bols en bois. Un bouillon de quelque chose, peut-être de venaison, gras et salé. Il tendit les bols aux enfants, qui burent avec une voracité animale, sans sentir le liquide leur brûler la bouche. Amélie tenait le bol qu'il lui tendait, mais ses mains tremblaient tellement qu'elle en renversa la moitié avant même de pouvoir le porter à ses lèvres. Le goût était à la fois le meilleur et le pire de sa vie, un mélange de salut et de douleur. Le vieil homme était assis sur un tabouret de l'autre côté du feu et les observait en silence pendant de longues minutes. Finalement, il prit la parole. Ils sont passés par le passage du diable. Ce n'était pas une question. Amélie se contenta d'acquiescer. L'homme siffla doucement, d'un ton empreint d'une admiration sombre. C'est la première fois en 20 ans que quelqu'un traverse vivant. Qui êtes-vous? Amélie déglutit difficilement. Sa voix ne sortit que comme un murmure rauque. Amélie Roussel, ce sont mes enfants. Nous venons de Valcourt. Le nom du village fit froncer les sourcils au vieil homme. Valcourt? De l'autre côté de la montagne? Pourquoi traverserait-il dans cette direction interdite? Parce qu'il n'y avait pas d'autre direction, répondit simplement Amélie. Le vieil homme étudia son visage d'un regard pénétrant, puis hocha lentement la tête, comme s'il comprenait tout ce qui n'avait pas été dit. « Je m'appelle Pascal, » dit-il. « Je vis ici depuis 15 ans, seul. Je chasse, je coupe du bois, et je vends ma marchandise au village de Saint-Michel quand j'ai besoin de provisions. » Il désigna vaguement le bas de la montagne. « 3 heures de marche. Vous êtes allé trop loin pour faire demi-tour ce soir. » Amélie sentit des larmes chaudes, les premières vraies larmes depuis des jours, couler sur ses joues sales. « Merci, » murmura-t-elle, « merci de nous avoir accueillis. » Pascal détourna le regard, mal à l'aise face à cette gratitude. Personne ne mérite de mourir de froid, pas même des inconnus. Il se leva et prit quelques peaux de bête dans un coin. « Dors. On verra ce qu'on fera demain. » Les enfants s'effondraient déjà, s'endormant là où ils étaient assis, leur corps cédant enfin à l'épuisement maintenant qu'ils se sentaient en sécurité. Amélie les déposa côte à côte près du feu,
les recouvrant des fourrures que Pascal leur avait offertes. Bastien fut le dernier à fermer les yeux, toujours vigilant, toujours protecteur. Quand tout le monde dormit, Amélie, adossée au mur de bois, sentait les bijoux et les documents dissimulés contre son corps. Elle effleura le cylindre de cuir à travers le tissu de sa robe. Pascal suivit le mouvement de sa main du regard, et son regard devint méfiant. « Vous transportez quelque chose de précieux », dit-il doucement. Ce n'était pas une accusation, c'était une observation. Amélie le regarda, cherchant à évaluer la confiance qu'elle pouvait accorder à un homme qu'elle connaissait depuis moins d'1 heure. Mais quelque chose dans son regard, une solitude ancestrale, une honnêteté empreinte de lassitude, la décida. « Je porte la justice en moi, » répondit-elle, « enfouie depuis plus d'1 siècle, et je m'en servirai pour anéantir l'homme qui a tenté de nous tuer. » Pascal sourit un petit sourire triste. « Alors tu n'es pas seulement une survivante, tu es une révolutionnaire. » Amélie ne lui rendit pas son sourire. « Je suis une mère, et c'est plus dangereux. » La vérité de ses paroles planait entre eux comme une fumée. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui a tout changé simplement en se trouvant au bon endroit au bon moment? Ou bien n'y a-t-il pas de coïncidence, seulement des destins qui ne demandent qu'à se rencontrer? Pascal attisa le feu et se rassit sur son tabouret. « Le village de Saint-Michel n'est pas comme Valcourt, » dit-il pensivement. « Il n'y a ni baron, ni propriétaire terrien. Ce sont des gens libres. Des petits agriculteurs, des chasseurs, des gens qui ont choisi la montagne pour fuir, des gens comme votre baron. » Amélie se pencha en avant. « Y a-t-il un magistrat? Y a-t-il une église? Y a-t-il quelqu'un qui puisse lire des documents juridiques ?» Pascal la regarda avec un intérêt renouvelé. « Il y a un vieux prêtre, le père Antoine. Il a étudié au séminaire avant de venir ici. Il connaît le latin, le vieux français, tout ça. » Il marqua une pause. « Pourquoi ?» Amélie toucha de nouveau le cylindre. « Car ce que je porte ici prouvera que tout ce que possède le baron Armand de Courtois a été volé à ma famille, et je le récupérerai. » La nuit s'écoula lentement, le feu crépitant et le vent hurlant dehors comme une bête frustrée ayant perdu sa proie. Amélie ne parvenait pas à dormir. Son esprit était en ébullition, planifiant, calculant, anticipant chaque mouvement. Elle savait que retourner directement à Valcourt serait un suicide. Le baron la tuerait avant même qu'elle ait pu dire un mot, l'accusant d'avoir volé les bijoux et inventant une histoire. Non, il avait d'abord besoin d'alliés. Il avait besoin de témoins. Il fallait que la vérité soit établie hors de portée du baron. Saint-Michel serait son premier champ de bataille. Au lever du soleil, Pascal était déjà levé, préparant du bouillon et du pain rassis trempé dans la graisse. Les enfants mangèrent avec moins d'angoisse, plus conscients, reprenant peu à peu goût à la vie. Lise, pour la première fois depuis des jours, émit un petit son. Non pas un cri, mais un doux roucoulement. Amélie la serra contre elle et pleura de soulagement. « Elle survivra, » dit Pascal, observant la situation. « Ils sont forts, tous. »« Il ne pouvait être autrement, » répondit Amélie. Après un petit déjeuner frugal, Pascal les guida sur le sentier qui descendait la montagne vers Saint-Michel. La randonnée de 3 heures dura 5 heures, car les enfants étaient encore faibles, mais la descente était douce, les pins protégeant des pires rafales de vent. Lorsqu'ils atteignirent enfin la périphérie du village, Amélie s'arrêta. Saint-Michel était un petit village, une 50aine de maisons en pierre et à colombage, peut-être, regroupées autour d'une modeste église. De la fumée s'échappait des cheminées. Des enfants jouaient dans la neige. L'endroit semblait paisible. Cela semblait être un endroit où la justice pouvait encore exister. Pascal désigna l'église du doigt. « Le père Antoine est là. Il est toujours là. » Il regarda Amélie. « Veux-tu que je t'accompagne ?» Amélie secoua la tête. « Tu en as assez fait. C'est ma responsabilité maintenant. » Pascal acquiesça, comprenant. Mais avant de partir, il lui serra brièvement le bras. « Si vous avez besoin d'un témoin, si vous avez besoin de quelqu'un pour confirmer que vous avez traversé la montagne et survécu à l'impossible, cherchez-moi. »
Puis il se retourna et disparut de nouveau parmi les arbres, fantôme solitaire, retournant à son exil volontaire. Amélie prit une profonde inspiration. Elle ajusta Lise dans ses bras. Elle regarda Bastien et les autres. « Finissons-en, dit-elle. » Et ils se mirent en route vers l'église. L'église Saint-Michel n'était pas une cathédrale imposante comme celle des grandes villes. C'était un humble édifice en pierre grise avec un clocher de travers qui semblait avoir été réparé à plusieurs reprises au fil des ans. Mais ses portes étaient ouvertes, et c'était tout ce qui comptait. Amélie gravit les 3 marches usées, sentant le poids de chacune. Ce n'était pas seulement l'épuisement physique, c'était le poids de ce qu'elle s'apprêtait à faire. Une fois le cylindre de cuir ouvert et les documents révélés, il n'y aurait plus de retour en arrière. Ce serait déclarer la guerre à un homme qui disposait du pouvoir, de l'argent et de la violence. Mais elle avait déjà franchi le passage du diable. Quoi d'autre pouvait l'effrayer? L'intérieur de l'église embaumait l'encens ancien et le bois humide. De part et d'autre d'une étroite allée, des bancs de bois rustiques bordaient une nef qui menait à un autel sobre. Derrière l'autel, un vieil homme courbé par le temps, vêtu d'une soutane noire délavée et les cheveux blancs clairsemés, allumait des bougies d'une main tremblante. Il se retourna au bruit de pas, et ses yeux, étonnamment clairs et bleus malgré son âge, se posèrent sur l'étrange groupe qui venait d'entrer. Une femme sale, maigre comme un cadavre, portant un bébé, suivi de 4 enfants fantomatiques. « Mon Dieu !» murmura le père Antoine en abaissant les voiles et en boitant rapidement vers eux. « Que vous est-il arrivé ?» Amélie ne répondit pas tout de suite. Elle se contenta de marcher jusqu'au premier banc et de s'asseoir, car ses jambes avaient finalement décidé de la lâcher. Les enfants s'effondrèrent autour d'elle comme des marionnettes dont on aurait coupé les ficelles. Le prêtre apporta de l'eau, du pain et des couvertures. Il ne posa aucune question en s'occupant d'eux, se contentant de murmurer des prières en latin, les bénissant de gestes rapides et précis. Ce n'est que lorsque tout le monde fut nourri et réchauffé qu'il demanda enfin « D'où venez-vous tous ?»« De l'enfer, répondit simplement Amélie. Nous avons traversé la montagne, par le passage du diable. » Le père Antoine resta immobile, ses yeux s'écarquillèrent. « C'est impossible. Personne ne peut franchir ce passage, personne de vivant. »« Nous avons réussi à nous en sortir, » dit Bastien d'une voix ferme malgré son épuisement. « Ma mère nous a guidés. » Le prêtre regarda Amélie avec un mélange d'admiration et de crainte. « Alors, tu es soit bénie, soit maudite. Je ne sais pas encore laquelle. » Amélie toucha le cylindre dissimulé sous sa robe. « Moi non plus, père. C'est pourquoi je suis venu vous voir. » Elle prit une profonde inspiration. « J'ai besoin que vous lisiez quelque chose. J'ai besoin que vous me disiez si ce que j'ai trouvé est réel ou si la montagne m'a rendue folle. » Le père Antoine fronça les sourcils, mais hocha la tête. « Montrez-moi. » Amélie regarda autour d'elle. L'église était vide, mais les murs ont des oreilles, surtout dans les petits villages où les secrets valent plus que l'or. Y a-t-il un espace privé? Le prêtre perçut l'urgence dans sa voix. « Venez. » À la sacristie. Il les conduisit dans une petite pièce au fond de l'église, remplie de vêtements liturgiques suspendus et de livres poussiéreux. Il ferma la porte et alluma une lampe à huile. Maintenant, nous sommes en sécurité. Amélie finit par retirer le cylindre de cuir de sous sa robe, éprouvant un soulagement physique immédiat en se débarrassant du poids qui pesait sur ses côtes meurtries. Elle le déposa délicatement sur une table étroite, comme s'il s'agissait d'une relique sacrée. Le père Antoine s'approcha, ajustant ses lunettes rondes qu'il avait sorties de la poche de sa soutane. Il examina le seau de cire rouge, miraculeusement intact, et lut l'inscription gravée sur le cuir. Son visage pâlit. « Montclair », murmura-t-il. « C'est un nom que je n'ai pas entendu depuis des décennies. » Amélie sentit son cœur s'emballer. « Ce nom vous dit quelque chose ?» Le prêtre hocha lentement la tête, comme s'il exhumait des souvenirs profondément enfouis. « Quand je suis arrivé dans cette région il y a 40 ans,
Il y avait encore des personnes âgées qui parlèrent de la famille Montclair. Ils étaient propriétaires terriens avant la Révolution. Ils possédaient toute la région autour de Valcourt. Il toucha le cylindre avec déférence. Mais ils ont disparu pendant la Terreur. Ils disaient avoir fui en Suisse, emportant avec eux tous les titres de propriété. Ils ne se sont pas enfuis en Suisse, dit Amélie d'une voix tendue. Ils ont essayé de traverser la montagne, et ils sont morts en chemin. Mais avant cela, ils ont caché ceci. Les mains tremblantes, il brisa le seau de cire. Le bruit sec résonna dans la sacristie comme un coup de feu. Il déroula soigneusement les documents. Le papier était jauni, cassant sur les bords, mais l'encre restait lisible. Une calligraphie élégante du siècle précédent, pleine de fioritures et de sceaux officiels. Le père Antoine prit le premier document, le tint à la lumière de la lampe, et commença à lire en silence. Ses lèvres bougeaient légèrement, formant des mots qu'il ne prononçait pas. Amélie observa son expression changer, de la curiosité au choc, du choc à une sorte d'horreur respectueuse. Finalement, le prêtre baissa le papier. Ses mains tremblaient. « Ma fille, dit-il d'une voix rauque, sais-tu ce que tu tiens entre tes mains? Titre de propriété ?» Bien plus que cela. Le père Antoine déplia un second document, plus grand, plus orné, avec de multiples seaux de cire suspendus à des rubans rouges délavés. Ceci est un décret royal, signé par le roi Louis XVI lui-même en l'an 1782, octroyant à la famille de Montclair à perpétuité toutes les terres de la région de Haute-Savoie entre les rivières Arve et Giffre. Il désigna des lignes précises. « Tenez, regardez, la concession est inaliénable. Elle ne peut être vendue, confisquée ni transmise, sauf par filiation directe. » Il regarda Amélie. « Vous avez dit que votre nom de famille est Roussel. Mon nom de famille après mon mariage. Le nom de mon père était Montclair, Henri Montclair. » Le prêtre ferma les yeux, réfléchissant. « Henri, oui, il y avait bien un Henri, le cadet, déshérité pour avoir épousé une paysanne. » Il rouvrit les yeux. « Êtes-vous sa fille? »« Sûr. Vous êtes donc le dernier Montclair vivant. L'unique héritier légal. » Le père Antoine reposa le document sur la table, comme s'il pesait des tonnes. « Et cela signifie que tout, chaque pouce de terre que le baron de Courtois prétend posséder, vous appartient, légalement. » Le silence qui suivit fut absolu. Amélie eut l'impression que le sol avait de nouveau disparu, mais cette fois, elle ne tombait pas. Elle flottait, suspendue dans une réalité qui semblait impossible. Avez-vous déjà découvert que vous étiez riche sans le savoir? Que le pouvoir était entre vos mains depuis toujours, caché sous des couches de mensonges? Comment? Murmura-t-elle. Comment le baron a-t-il pu obtenir ces terres si les documents ont été perdus? Le père Antoine soupira profondément. Pendant la Révolution, ce fut le chaos total. Les documents furent brûlés, les archives détruites, des familles entières effacées de l'histoire. Les Courtois étaient de fins bourgeois. Lorsque les Montclair disparurent, ils prétendirent simplement que les terres avaient été abandonnées et demandèrent au nouveau gouvernement révolutionnaire d'en prendre possession. Il toucha les sceaux royaux. Sans les documents originaux pour contester, personne ne pouvait prouver le contraire. « Jusqu'à présent, » dit Amélie, sa voix se durcissant comme de l'acier trempé. « Jusqu'à présent, » acquiesça le prêtre. Puis son expression se fit grave. « Mais vous devez comprendre, ma fille, avoir les documents, c'est une chose. Faire valoir vos droits face à un homme comme Armand de Courtois, c'en est une autre. » Amélie le savait déjà. Elle avait traversé des montagnes périlleuses pour arriver jusqu'ici. Elle ne serait plus naïve. « J'ai besoin d'un avocat, quelqu'un qui n'ait pas peur du baron. » Le père Antoine réfléchit un instant, puis hocha lentement la tête. « Il y a un homme à Annecy, maître Dubois, jeune mais idéaliste avide de réussite. » Il sourit tristement. « Le genre d'homme assez fou pour tenir tête à des nobles corrompus. Exactement ce qu'il vous faut. Annecy est loin, 2 jours de voyage, mais pas avec des enfants en hiver, » pensa le prêtre.
Laissez-les ici. Le village pourra s'en occuper quelques jours. Vous arriverez plus vite seul. » Amélie jeta un coup d'œil par la porte entr'ouverte de la sacristie, où ses enfants se reposaient sur les bancs de l'église. L'idée d'être séparée d'eux, même temporairement, lui serrait le cœur. Mais Bastien observait. Leurs regards se croisèrent et il hocha légèrement la tête. Il comprenait. Elle était assez forte pour protéger les autres pendant quelques jours. « Très bien, » approuva Amélie. « J'irai à Annecy demain à l'aube. » Le père Antoine lui toucha doucement l'épaule. « Et les bijoux? Ceux que vous portez ?» Amélie avait oublié qu'il avait remarqué l'étrange renflement dans sa robe. « Ça fait partie de la dot. C'était dans la malle avec les papiers. Vendez-en une, » conseilla le prêtre. « Une seule. Utilisez l'argent pour payer l'avocat, vous achetez des vêtements décents, avoir une apparence présentable. Une paysanne sale n'obtiendra pas d'audience devant un juge. Mais un propriétaire terrien avec des papiers en règle, » il sourit. « C'est différent. » C'était une sagesse à la fois pratique et cruelle. Amélie la détestait, mais elle en reconnaissait la vérité. Ce soir-là, le village de Saint-Michel accueillit les étrangers qui avaient surmonté l'impossible. Des familles leur offrirent un lit, à manger, des vêtements propres. Non par charité, les montagnards ne croyaient pas à la charité, mais par respect. Respect pour quelqu'un qui avait survécu à l'inimaginable. Amélie dormit dans un vrai lit pour la première fois depuis des semaines, mais ses rêves étaient remplis de neige et de sang, de coffres enfouis et d'yeux morts la fixant depuis la glace. À l'aube, elle était prête. Le père Antoine l'accompagna jusqu'aux abords du village, où une charrette tirée par un mulet l'attendait, un arrangement conclu par un fermier du coin qui avait des affaires à faire à Annecy. Amélie paierait en travail plus tard, mais pour l'instant il se fiait à la parole du prêtre. Avant de monter à l'étage, Amélie a serré chacun de ses enfants dans ses bras. « Bastien en dernier. Prends soin d'eux, » lui murmura-t-il à l'oreille. « Toujours, » répondit le garçon, la voix sans trembler. Puis elle monta dans la charrette enveloppée dans un châle de laine emprunté, le cylindre de documents de nouveau sanglé contre son corps et une bague en perles, la plus petite, la moins voyante, cachée dans sa poche. Le voyage jusqu'à Annecy était long et monotone, à travers des vallées enneigées et des forêts silencieuses. Amélie profitait de ce temps pour préparer chaque mot qu'elle dirait à l'avocat, chaque argument, chaque émotion qu'elle montrerait ou dissimulerait. Il ne pouvait s'agir d'une simple veuve désespérée. C'était forcément une force de la nature. Annecy était une vraie ville, des rues pavées, des immeubles de 3 étages, une cathédrale qui faisait paraître la petite église Saint-Michel comme un jouet. Le bruit, les odeurs, la foule, tout était assourdissant après des jours de silence aride. La charrette la déposa sur la place principale. Le fermier désigna une rue étroite. Le bureau de maître Dubois est par là, 3e bâtiment, 2e étage. Amélie les remercia et descendit, se sentant toute petite et vulnérable au milieu de tant de monde. Mais elle redressa les épaules, leva la tête et marcha comme si elle était à sa place. Un mensonge, mais un mensonge nécessaire. Le bureau était petit, faiblement éclairé, et empestait l'encre et le vieux papier. Un jeune homme d'une vingtaine d'années était penché sur une table recouverte de documents, sa plume crissant furieusement sur le papier. Il ne leva pas les yeux quand Amélie entra. « Si c'est pour un divorce, je refuse. Si c'est pour un testament, il me faut un paiement d'avance. Si c'est pour poursuivre l'Église, partez immédiatement avant que j'appelle les autorités. » Amélie referma la porte derrière elle. Le bruit finit par faire lever la tête au jeune homme. Ses yeux d'un vert intense étaient encadrés par des lunettes à monture fine. Ses cheveux bruns étaient ébouriffés. Son visage était anguleux, comme celui de quelqu'un qui saute régulièrement des repas. « Je suis venu poursuivre un baron en justice, » dit Amélie calmement. « Pour vol, falsification de documents et tentative de meurtre. » Maître Dubois cligna des yeux, puis il posa lentement la plume. « Asseyez-vous, dit-il.
tout cynisme disparaissant de sa voix, remplacé par une curiosité brûlante. « Et racontez-moi tout. » Amélie s'assit. Et pour la première fois depuis la mort de Théo, elle raconta toute son histoire. Elle n'omettait rien. La dette, l'expulsion, la traversée suicidaire, la grotte de glace, le coffre, les documents. Maître Dubois écouta en silence absolu, les yeux de plus en plus écarquillés. Lorsqu'elle eut terminé et posé le cylindre de cuir sur son bureau, il le prit avec une vénération quasi religieuse. Il lut chaque document. Il vérifia chaque timbre. Il murmura en latin, compara les dates et prit des notes frénétiques. Finalement, elle regarda Amélie. « Madame Roussel, » dit-il d'une voix légèrement tremblante, « ce que vous avez là n'est pas qu'une simple affaire juridique. C'est de la pure dynamite. » Il sourit, un sourire féroce et juvénile. « Cela anéantira le baron de Courtois, et cela ruinera ma réputation. Alors tu vas m'aider ? Je ferai bien plus que ça. Je ferai en sorte que cet homme perde tout, ses terres, ses titres de propriété, sa liberté. » Dubois frappa la table du poing. « Mais il faut agir vite. S'il découvre que vous êtes vivant et que vous possédez ces documents, il tentera de vous tuer, pour de vrai, cette fois. » Amélie le savait déjà. Combien de temps avant qu'on puisse le confronter légalement? Une semaine, peut-être moins. Je dois déposer ces documents auprès du tribunal régional, trouver des témoins, préparer la requête. Il la regarda d'un air critique. « Et vous devez apparaître comme partie, sans vouloir vous offenser. » Amélie regarda ses vêtements sales, ses mains gercées. Elle savait à quoi elle ressemblait, à une mendiante, pas à une héritière. Il sortit la bague en perles de sa poche et la posa sur la table. « Cela couvre-t-il vos honoraires et mes frais ?» Dubois ramassa la bague, l'examina à la lumière et resta silencieux un long moment. « Ça vaut largement de quoi acheter 3 maisons à Annecy, » a-t-il fini par dire. « Où l'avez-vous trouvé ? » ?»« Du même endroit où j'ai obtenu justice, de la glace. » Il ne posa plus de questions. Il rangea simplement la bague. « Je m'occupe de tout. Logement, vêtements, papiers. Repose-toi. Dans 1 semaine, nous serons de retour à Valcourt, et nous ferons saigner le baron. » Cette semaine fut à la fois la plus longue et la plus courte de la vie d'Amélie. Longue, car chaque minute loin de ses enfants était un supplice. Courte, car il y avait tant à faire, tant à préparer. Maître Dubois était une véritable tornade d'énergie. Il fit enregistrer les documents chez le notaire, obtint des copies certifiées conformes, convoqua des témoins, dont le père Antoine et Pascal, l'ermite, venus spécialement en ville pour assister à cette traversée impossible. Et Amélie se transforma. Elle acheta une robe de deuil noire, de bonne qualité mais sans ostentation. Elle se coiffa. Elle prit soin de ses mains. Elle s'entraîna à marcher, à parler, à avoir l'air d'une personne née avec une force innée et non d'une personne qui l'avait volée à la glace. Quand il se regarda enfin dans le miroir, il ne reconnut pas la femme qui s'y reflétait. Elle n'était plus l'épouse soumise du garde forestier. Elle était devenue autre chose, quelque chose de dangereux. Le 7e jour, ils partirent pour Valcourt. Non pas dans une charrette de paysans cette fois, mais dans une diligence louée, accompagnée d'un huissier et de 2 gardes régionaux. C'était une intrusion légale, et il n'y aurait aucune pitié. Le voyage de retour vers Valcourt fut un périple à travers des souvenirs figés. Chaque virage, chaque arbre enneigé, chaque pierre sur le chemin, tout rappelait à Amélie la dernière fois qu'elle était passée par là, traînant un traîneau cassé et 5 enfants à moitié morts. Mais à présent, elle revenait transformée, non plus en fugitive, mais en conquérante. La diligence franchit la frontière de la région à midi, le 8e jour. Le soleil brillait d'une clarté cruelle, faisant scintiller la neige d'une lumière aveuglante. Au loin, Amélie apercevait les sommets qui avaient failli lui coûter la vie. Le passage du diable, toujours bloqué par l'avalanche, invisible mais présent dans sa mémoire comme une cicatrice. Maître Dubois, assis à ses côtés,
relisait les documents pour la 100e fois. C'était une nervosité productive, l'énergie d'un gladiateur vérifiant ses armes avant d'entrer dans l'arène. « Tu te souviens du plan ?» demanda-t-il, sans lever les yeux de ses papiers. « Je me souviens, » répondit Amélie. « Allons directement voir le magistrat. Nous n'affronterons pas le baron sans une ordonnance du tribunal. » « Exactement. Il a des hommes armés. Nous avons la loi. Nous ne gagnerons que si nous jouons les bonnes règles. » Mais Amélie savait que les lois n'étaient que du papier, et que le papier brûle facilement quand des hommes puissants allument une allumette. Elle toucha le petit couteau dissimulé dans la manche de sa robe, un cadeau de Pascal avant son départ. Au cas où. Le village de Valcourt apparut à l'horizon comme une blessure familière. Rien n'avait changé. Les mêmes cabanes en bois, la même église modeste, la même atmosphère de lourde résignation planant sur tout comme un brouillard. Mais quelque chose avait changé sur la place centrale. Une activité inhabituelle s'y déroulait. Les gens s'étaient rassemblés, les voix s'élevaient. La diligence s'arrêta devant le bureau du magistrat, un bâtiment en pierre de 2 étages, le plus imposant du village, après le manoir du baron sur la colline. Amélie descendit, sentant tous les regards se tourner vers elle. Le silence se répandit comme les vagues d'un étang. Une femme laissa tomber le panier de bois qu'elle portait. Le bruit résonna comme un coup de feu. « Amélie ?» La voix appartenait à la vieille Marie, la sage-femme qui avait aidé à mettre au monde Lise. « Amélie Roussel ? Vous êtes... vivante ?» La rumeur commença à se répandre. « Elle est de retour. La veuve est de retour. Elle a traversé la montagne. Elle a survécu. » Amélie ne répondit pas. Elle garda simplement la tête haute et se dirigea vers l'entrée du bureau du magistrat, encadré par Maître Dubois et l'huissier qui formaient une garde d'honneur. Le magistrat de Valcourt était un homme corpulent nommé Renard, Renard en français, un nom qui lui allait à merveille. Il avait de petits yeux calculateurs, des mains grasses toujours moites, et une loyauté notoire envers le baron de Courtois, qui le rémunérait généreusement pour ses services administratifs. Quand Amélie entra dans son bureau, Renard mangeait du fromage et du pain, des miettes tombant sur son bureau recouvert de dossiers poussiéreux. Il la regarda, et quelque chose trembla dans son expression. De la surprise, certes, mais aussi quelque chose qui ressemblait à de la peur. « Madame Roussel, » dit-il d'une voix rauque, « nous avons été informés de votre malheureuse disparition. C'est un miracle de vous voir vivante. »« Ce n'est pas un miracle, » répondit froidement Amélie. « C'est de la survie. » Maître Dubois s'avança et déposa avec une précision délibérée une liasse de documents sur le bureau de Renard. « Magistrat Renard, je suis venu déposer une requête en justice au nom de ma cliente, Amélie Moncler-Roussel, dernière descendante légitime de la famille Moncler, propriétaire légitime de toutes les terres actuellement occupées illégalement par le baron Armand de Courtois. » Le fromage s'arrêta à mi-chemin de la bouche de Renard. « Quoi? Vous êtes sourd ?» Dubois tapota le document du dessus. « Décret royal de 1782. Titre de propriété originaux. Arbre généalogique certifié. Tout est légal, tout est authentifié, tout est irréfutable. » Il sourit sans joie. « Lisez-le. » Renard ramassa les papiers d'une main tremblante. Son regard parcourut rapidement les lignes, et Amélie vit l'instant précis où il prit conscience de l'importance de ce qu'il tenait entre ses mains. Le sang s'est retiré de son visage. « Ce n'est pas possible. 3 notaires différents à Annecy l'ont authentifié, » a déclaré Dubois d'un ton sec, y compris le tribunal régional. « Donc oui, c'est bien réel. » Il a posé un autre document sur la table. « Voici une ordonnance d'inventaire immédiat de tous les biens du baron de Courtois, et ceci, encore un autre document, est une convocation à comparaître devant le tribunal régional dans les 3 jours. » Renard regarda Amélie puis Dubois comme un rat pris au piège, cherchant une issue. « Je dois consulter. Il faut informer le baron. »« Bien sûr, » approuva Dubois d'un ton enjoué. « C'est pour cela que j'ai fait venir l'huissier. Monsieur Gauthier ?
Il fit un signe de tête à l'homme en uniforme qui attendait à la porte. « Veuillez remettre la citation en personne au baron de Courtois. » Immédiatement. L'agent Gauthier hocha la tête et partit, ses bottes lourdes résonnant dans le couloir. Renard transpirait visiblement à présent. « Vous ne comprenez pas le baron. Il n'acceptera pas cela pacifiquement. »« Personne ne vous demande d'accepter à l'amiable, » dit Amélie, s'adressant pour la première fois directement au magistrat. Sa voix était basse, mais chargée d'une intensité qui fit reculer Renard. « Nous exigeons seulement que vous acceptiez légalement, à moins que vous ne préfériez être accusé de complicité de faux en écriture. C'était une menace flagrante et sans équivoque, et ça a marché. » Renard déglutit difficilement et tamponna les documents avec des mains si tremblantes qu'il faillit rater sa cible. « Enregistré, » murmura-t-il. « Pétition officiellement enregistrée. »« Excellent, » dit Dubois en ramassant les exemplaires. « Il ne reste plus qu'à attendre la réponse du baron. » Ils n'ont pas eu à attendre longtemps. Amélie et Dubois quittaient le tribunal lorsqu'ils entendirent le bruit de nombreux chevaux au galop. La foule rassemblée sur la place se dispersa rapidement, les gens se précipitant chez eux, fermant portes et fenêtres. Le silence soudain était assourdissant. De la route menant au manoir sur la colline, un cortège descendit à une vitesse vertigineuse. En tête, sur un immense cheval noir, se trouvait le baron Armand de Courtois en personne. Amélie le voyait pour la première fois. Pendant toutes ces années à Valcourt, le baron descendait rarement au village. Il envoyait des hommes de main comme Gaspard Lefebvre faire son sale boulot. Mais maintenant, il était là. C'était un homme grand, d'âge mûr, aux cheveux noirs coiffés en arrière et à la moustache soigneusement taillée. Il portait un manteau d'équitation de prix, des bottes en cuir lustré et affichait une arrogance aussi pesante que les métaux précieux qui ornaient ses doigts. Derrière lui se tenaient 10 hommes armés, non pas des voyous locaux, mais de véritables mercenaires avec des fusils et des épées. Le baron tira brusquement sur les rênes, ce qui fit cabrer le cheval de façon spectaculaire. Son regard parcourut la place jusqu'à ce qu'il repère Amélie. Puis il sourit. C'était un sourire de prédateur. « Alors, » dit-il d'une voix grave et empreinte d'un dédain amusé, « la petite veuve est revenue d'entre les morts. » Impressionnant. Il descendit de cheval avec une grâce fluide et s'approcha d'eux. « J'ai entendu dire que vous proférez des accusations absurdes. Vous prétendez être propriétaire de mes terres sur la base de... quoi? De vieux papiers trouvés on ne sait où ?» Maître Dubois s'avança, bloquant partiellement le passage à Amélie. « Baron de Courtois, je suis Maître Dubois, avocat inscrit au barreau régional. Les accusations ne sont pas absurdes. Elles sont appuyées par des décrets royaux authentifiés et... » « Des décrets royaux, » interrompit le baron en riant, « d'un roi mort, d'un système mort. Croyez-vous vraiment qu'un bout de papier vieux de 100 ans puisse changer quoi que ce soit ?» Il cracha par terre. « Cette terre est à moi parce que je le dis, parce que ma famille l'a travaillée et a versé son sang pendant 3 générations. A-t-il saigné ?» La voix d'Amélie fendit l'air comme une lame. « A-t-il travaillé? Vous avez volé. Pendant que ma famille mourait dans les montagnes en essayant de sauver ses documents, votre grand-père falsifiait des actes et corrompait des juges. » Le sourire disparut du visage du baron. « Attention à vos paroles, petite femme, » dit-il d'une voix basse et menaçante. « La diffamation est un crime. La vérité n'est pas de la calomnie, » répondit Amélie. Elle sentait la peur. Impossible de ne pas la ressentir en présence d'un homme si manifestement capable de violence, mais elle n'en laissa rien paraître. « Et vous savez que c'est vrai. C'est pourquoi vous êtes là, avec 10 hommes armés, au lieu d'ignorer une pauvre veuve avec de vieux papiers. Dieu, avez-vous déjà affronté votre oppresseur? Avez-vous regardé dans les yeux celui qui a tenté de vous détruire sans détourner le regard ?» Le baron fit 2 pas de plus vers elle, et ses hommes, machinalement, dégainèrent leurs armes. Mais l'officier Gauthier, toujours posté sur le seuil du tribunal, posa la main sur son sabre à la ceinture, un avertissement silencieux. « Écoutez bien, » dit le baron, presque en chuchotant, «
mais avec une haine viscérale dans la voix. « Je ne sais pas comment vous avez survécu à la montagne. Je m'en fiche. Mais si vous persistez dans cette mascarade, je ferai en sorte que vous regrettiez d'y être mort de froid. Vous et votre misérable bande de vermine. La menace qui pèse sur les enfants est allée trop loin. » Amélie réduisit la distance qui les séparait d'un seul pas, si rapidement que le baron recula par réflexe. Ils se retrouvèrent, nez à nez. « Mes larves ont survécu à ce que votre armée de mercenaires n'oserait jamais tenter, » siffla-t-elle. « Et j'ai survécu à vous. Le pire que vous pouviez faire, m'envoyer mourir en plein hiver, et j'ai survécu. » Elle sourit, un sourire froid et acéré. « Alors recommencez. On verra qui saignera en premier. » Un instant, quelque chose traversa le regard du baron. Ce n'était pas vraiment de la peur, c'était de l'incertitude. Le genre de doute que ressentent les hommes puissants face à l'incompréhensible, à ce qu'ils ne peuvent ni acheter ni intimider. Puis il se reprit. Il recula d'un pas et rit. Un rire trop forcé pour être naturel. « On verra bien au tribunal. Dans 3 jours, c'est ça. » Il remonta à cheval. « J'y serai, avec mes propres avocats, et des documents qui prouveront que vous êtes un escroc sans scrupules. » Il fit demi-tour avec son cheval et remonta la colline au galop, suivi de ses hommes. Amélie resta immobile sur la place, tremblante, non pas de peur mais d'adrénaline pure. Ce n'est que lorsque le bruit des sabots eut complètement disparu qu'elle laissa ses genoux fléchir. Dubois lui prit le bras. « Vous êtes folle, » dit-il, mais il y avait de l'admiration dans sa voix, complètement folle et brillante. « Je suis une mère, » répondit Amélie. « C'est la même chose. » Cette nuit-là, Amélie ne resta pas à Valcourt. Dubois insista pour qu'ils retournent à Saint-Michel, où leurs enfants les attendaient. Il n'était pas prudent de rester là où le baron pouvait facilement la rejoindre. Les retrouvailles avec ses enfants furent une explosion de larmes et d'étreintes qui durèrent de longues minutes. Même Bastien pleura, se permettant enfin de redevenir un enfant. Le père Antoine avait préparé un dîner simple mais copieux, soupe de légumes, pain frais, fromage de chèvre. Amélie mangea lentement, savourant chaque bouchée, consciente qu'il n'y avait aucune garantie de nombreux autres repas paisibles. « Et maintenant ?» demanda Bastien, tandis que tout le monde était installé autour du feu de l'église. « Maintenant, on attend 3 jours, » répondit Amélie. « Ensuite, on va au tribunal régional d'Annecy. Et on se bat. Et si nous perdons ?» C'est Claire, la fillette de 7 ans, qui posa la question que tout le monde redoutait. Amélie regarda chacun de ses enfants, leurs visages maigres, leurs yeux qui avaient vu des choses que les enfants ne devraient pas voir, leurs mains qui tremblaient encore parfois, un rappel du froid. « Nous n'allons pas perdre, » dit-elle avec une certitude qu'elle ne ressentait pas vraiment. « Parce que nous avons déjà tout perdu une fois, et nous avons survécu. Alors maintenant, nous ne pouvons que gagner. » Les 3 jours s'écoulèrent dans un mélange de préparatifs frénétiques et d'attentes insoutenables. Dubois reçut des documents envoyés par le baron, des piles de papier attestant d'une propriété continue depuis la Révolution, des témoignages achetés, des documents officiels qui, comme par hasard, ne mentionnaient pas les Montclair. C'était impressionnant. Mais c'était construit sur du sable. Le matin du 3e jour, ils partirent pour Annecy. Cette fois, Amélie emmena Bastien avec elle. L'aîné avait le droit de voir justice rendue. Les autres enfants restèrent sous la garde du père Antoine. Le tribunal régional était installé dans un imposant bâtiment du centre d'Annecy, 3 étages de pierre grise, avec des colonnes et une balance de la justice sculptée au-dessus de l'entrée. Un symbolisme qu'Amélie espérait voir dépasser le simple aspect décoratif. La salle d'audience était bondée. La nouvelle s'était répandue. Une veuve défiant un baron, des documents perdus réapparaissant dans les montagnes, une histoire si improbable qu'elle attirait les curieux comme des mouches. Le baron de Courtois était déjà là, assis avec 3 avocats élégants, vêtus de ses plus beaux habits et rayonnant de confiance. Quand Amélie entra, il la dévisagea d'un regard reptilien. Le juge qui présidait l'audience
était un homme de 60 ans nommé Moreau. Cheveux blancs, visage sévère, sculpté par des décennies passées à entendre des mensonges. Il avait la réputation d'être incorruptible, ce qui était rare et précieux. « À l'ordre !» dit-il en frappant du marteau. « Affaire numéro 73. Roussel contre de Courtois. Litige foncier. » Il ajusta ses lunettes. « Maître Dubois, vous pouvez commencer. » Dubois se leva et pendant 2 heures présenta une argumentation d'une précision juridique magistrale. Il montra les documents originaux, expliqua la généalogie, cita des précédents juridiques et fit comparaître des témoins. Le père Antoine a attesté de l'authenticité des sceaux. Pascal a témoigné avoir trouvé Amélie sortant de la montagne. L'agent Gauthier a témoigné de la réaction du magistrat Renard à la vue des documents. C'était solide, irréfutable. Mais ensuite, ce fut au tour des avocats du baron. Ils soutenaient que le décret royal était caduc, la Révolution ayant aboli tous les privilèges aristocratiques. Ils affirmaient que les Montclair avaient abandonné leurs terres de leur plein gré. Ils soutenaient que la possession continue des Courtois pendant 3 générations leur conférait un droit légal. Et puis, le coup de grâce. « Votre Excellence », dit l'avocat principal, un homme maigre à la voix sinueuse, « le véritable enjeu ici n'est pas la légalité, mais la réalité pratique. Même si, et j'insiste sur le si, ces documents étaient valides, que se passerait-il? Des centaines de familles louant des terres aux barons seraient expulsées. L'économie régionale s'effondrerait. Tout cela à cause d'un détail technique historique? C'était un argument astucieux, non pas sur la justice, mais sur les conséquences. Le juge Moreau resta silencieux pendant plusieurs minutes, étudiant les documents devant lui. Finalement, il prit la parole. La loi ne s'intéresse pas à la commodité, mais à la vérité. Il regarda le baron droit dans les yeux. « Et la vérité, monsieur de Courtois, c'est que vos terres ont été acquises frauduleusement. Les documents présentés par madame Roussel sont authentiques. Je les ai vérifiés personnellement. » Le baron se leva brusquement. « C'est absurde. Je n'irai pas. Asseyez-vous. » Le marteau frappa comme le tonnerre. « Ou vous serez expulsé pour outrage au tribunal. » Le baron s'assit, mais son regard promettait la violence. Le juge Moreau poursuivit. « Je décrète que toutes les terres actuellement au nom de Courtois dans la région de Valcourt seront transférées à Amélie Montclair-Roussel, héritière légitime, immédiatement. » Il frappa du marteau. Affaire classée. Le silence dans la pièce dura 3 battements de cœur. Puis, ce fut le chaos. Le claquement du marteau résonna dans la pièce comme un coup de feu qui anéantit une époque. Le baron Armand de Courtois se figea sur sa chaise, le visage virant du rouge au violet, les veines de son cou se gonflant comme des cordes tendues sur le point de rompre. Leurs avocats chuchotaient frénétiquement, parcourant les codes juridiques à la recherche d'une faille, d'un recours, mais ils savaient, tout le monde le savait, qu'il était impossible d'échapper à un décret royal authentifié. Le fondement même du système juridique français, même après la Révolution, reconnaissait encore l'autorité des documents royaux antérieurs, une fois dûment prouvés. Amélie resta assise, immobile. Elle ne sourit pas. Elle ne pleura pas. Elle sentait seulement quelque chose d'immense et de lourd se déplacer dans sa poitrine. Ce n'était pas vraiment de la joie, c'était quelque chose de plus profond. La justice, pure et froide, comme la neige des montagnes. Bastien lui serra la main très fort. Elle lui serra la main en retour. Le baron se leva enfin, renversant la chaise derrière lui dans un bruit sourd. Il pointa un doigt tremblant de colère vers Amélie. « Ce n'est pas fini, » dit-il d'une voix rauque et basse. « Vous avez peut-être trompé ce tribunal, mais en dehors de ces murs, la loi est différente. La loi que je fais. Vous me menacez en pleine audience ?» Le juge Moreau haussa un sourcil. « Car je peux ajouter l'outrage au tribunal et les menaces criminelles à vos problèmes juridiques croissants. » Le baron serra les lèvres jusqu'à former une ligne blanche. Il se retourna et quitta la pièce à grands pas,
suivi de ses misérables avocats et des mercenaires qui attendirent dehors. Maître Dubois laissa échapper un long soupir tremblant. « Nous avons gagné, murmura-t-il, comme s'il n'arrivait toujours pas à y croire. Nous avons vraiment gagné. » Non, corrigea Amélie en se levant et en lissant sa robe. Pas encore. Nous avons un papier qui atteste de notre victoire, mais le papier et la réalité sont deux choses bien différentes. Elle regarda par la fenêtre le ciel qui commençait à s'assombrir. Le vrai travail commence maintenant. Il avait raison. Le voyage de retour à Valcourt fut une étrange procession. La diligence transportant Amélie, Bastien et Dubois était suivie d'une escorte de 6 gardes régionaux envoyés par le juge Moreau précisément pour assurer le transfert pacifique de propriété. C'était une précaution nécessaire. Des hommes comme le baron ne cédèrent pas d'empire sans effusion de sang. Ils arrivèrent au village au crépuscule le lendemain. La nouvelle leur était déjà parvenue. Les rumeurs se propageaient plus vite que les chevaux dans ces montagnes. La place était noire de monde, mais l'atmosphère était étrange, ambiguë. Ce n'était ni la fête, ni le deuil. C'était la confusion. Pour de nombreux habitants de Valcourt, le baron était la seule autorité qu'ils connaissaient. Il était oppressif, certes, mais il incarnait l'ordre. Et à présent, cet ordre s'effondrait, remplacé par quoi? Une veuve apparue des montagnes avec de vieux documents? L'avenir était incertain, et les gens craignent davantage l'incertitude que l'oppression. Amélie descendit de la diligence et se tint sur la place s'offrant à la vue de tous. Elle ne parla pas immédiatement. Elle se contenta de regarder les visages un à un, reconnaissant les voisins qui avaient assisté à son expulsion sans intervenir, les femmes qui lui avaient tourné le dos lorsqu'elle avait eu besoin d'aide, les hommes qui avaient regardé leur chapeau en silence pendant que Gaspard Lefebvre la menaçait. Il n'y avait aucune colère dans ses yeux, seulement une compréhension triste. Finalement, il prit la parole. Sa voix n'était pas forte, mais elle était empreinte de conviction. « Je sais ce que vous pensez, que je suis étrange, que je suis dangereuse, que le mal connu vaut mieux que l'inconnu. » Elle marqua une pause. « Je ne vais pas mentir. Je ne sais pas si je serai meilleur que le baron, mais je sais une chose avec certitude. Je ne serai pas pire. » Silence. Cette terre m'appartient désormais de droit, mais je ne suis pas venu pour devenir une nouvelle tyranne. Je suis venu réparer ce qui a été volé et bâtir autre chose. Elle désigna la demeure sur la colline, d'où brillaient des lumières. Cette maison ne sera plus une forteresse, ce sera une école, un orphelinat, un lieu où des enfants comme les miens, comme les vôtres, pourront apprendre à lire, à compter, à défendre leurs droits. Des murmures commencèrent à se répandre dans la foule. Quant aux loyers qu'ils paient, les dettes imposées par le baron, ils sont annulés, tous. Vous travaillez la terre, vous gardez ce que vous produisez. Pas d'impôts féodaux, pas de servitude déguisée. Le murmure s'intensifia. Incrédulité, espoir prudent. Une voix s'éleva de la foule. C'était Jean, le forgeron, un homme de 40 ans qui avait perdu 3 doigts dans un accident et qui n'avait jamais pu rembourser la dette médicale imposée par le baron. Et si vous changiez d'avis? Et si vous décidiez de nous découvrir vous aussi? C'était une question légitime. Amélie réfléchit un instant. Puis elle sortit quelque chose de sa manche. Le décret royal, le document original attestant de sa propriété. Elle le brandit bien haut, à la vue de tous. Demain, je vais chez le notaire à Annecy et je vais diviser ces terres. Chaque famille qui travaille ici depuis plus de 5 ans recevra un titre de propriété pour sa propre parcelle. Légal, irrévocable. Ce sera à vous, pas à moi, à personne d'autre. Elle baissa le papier. Je ne veux pas d'empire. Je veux une communauté. Le silence était différent maintenant. Lourd, chargé de promesses. Puis lentement, quelqu'un se mit à applaudir. C'était Marie, la vieille sage-femme. D'autres se joignirent à elle. Ce n'était pas une ovation tonitruante, mais elle était bien réelle. L'espoir naissait sur la terre gelée,
Mais tout le monde n'a pas applaudi. Dans l'ombre d'une ruelle, Amélie aperçut Gaspard Lefebvre, l'homme de main du baron qui l'observait d'un œil méfiant, la main près de sa ceinture où il dissimulait un couteau. À ses côtés se tenaient deux autres hommes, les derniers fidèles de l'Ancien Régime. La guerre n'était pas terminée, elle avait simplement changé de forme. Cette nuit-là, Amélie ne dormit pas au manoir du baron. Cela lui semblait inconvenant, presque blasphématoire. Elle préféra rester dans la modeste cabane qu'une famille lui avait proposée, refusant des privilèges qu'elle n'avait pas encore mérités. Mais vers minuit, quelqu'un a frappé à la porte. Maître Dubois était là, essoufflé, le visage pâle à la lumière de la lanterne. « Le manoir, dit-il. Il est en feu. » Amélie accourut. Du haut de la colline, des flammes orangées léchaient le ciel nocturne, visible de tout le village. Le manoir qui devait être une école, qui devait incarner l'avenir, était dévoré par les flammes. Arrivés au sommet, les villageois formaient déjà une chaîne humaine avec des seaux d'eau pour tenter de contenir l'incendie, mais il était trop tard. Les flammes s'étaient propagées trop loin, alimentées par du bois sec et Amélie le soupçonnait par autre chose, du pétrole peut-être, un accélérant. Ce n'était pas un accident, c'était une vengeance. Au milieu du chaos, elle aperçut une silhouette qui observait de loin, à cheval. Malgré la fumée et la distance, elle reconnut son attitude arrogante. Le baron. Il ne resta pas pour assister à la destruction complète. Il fit demi-tour et disparut dans les ténèbres, tel un fantôme laissant derrière lui sa dernière malédiction. Amélie resta immobile, regardant des décennies d'histoire partir en fumée. Elle sentait Bastien à ses côtés, sa présence silencieuse et rassurante. « Il a tout détruit », murmura le garçon. « Non, » répondit Amélie, surprise par le calme de sa voix. « Il a détruit les pierres et le bois, il n'a pas détruit l'idée. » Elle regarda les villageois qui luttaient contre les flammes, même s'ils savaient que c'était peine perdue. Et il n'a pas détruit la volonté. Avez-vous déjà vu quelque chose que vous aviez construit être détruit, et décidé de le reconstruire malgré tout, car abandonner fait plus mal que de réessayer? À l'aube, il ne restait plus que des murs noircis et des cendres fumantes. Le manoir était mort. Mais Amélie avait déjà des projets. « Nous en construirons un autre », dit-elle à Dubois tandis que le soleil rougissait sur les montagnes. « Plus grand, meilleur. Et cette fois, il sera protégé. »« Avec quel argent ?» demanda l'avocat, pragmatique même au cœur de la tragédie. Amélie effleura la robe, se souvenant des bijoux qu'elle portait encore. La plupart, pas seulement un. Il y avait des perles, des rubis, des émeraudes. De quoi construire 10 écoles. J'ai des ressources. Et maintenant, j'ai quelque chose de plus important. J'ai une raison d'utiliser ces ressources correctement. Mais il y avait un problème plus urgent. Le baron doit répondre de cela, dit Dubois en contemplant les ruines. Incendie criminel, destruction de biens. On ne peut pas le prouver, l'interrompit Amélie. Il est trop malin pour se montrer, et ses mercenaires ne témoigneront jamais contre lui. Elle soupira. Mais il y a d'autres solutions. Au cours des semaines suivantes, Amélie lança une campagne non pas de violence, mais d'étranglement juridique et économique. Avec l'aide de Dubois, elle commença à enquêter sur les affaires du baron. Contrat de bois, accord d'exportation, transactions financières. Et il a trouvé de la pourriture à chaque couche. Le baron avait fraudé le fisc pendant des années. Il avait corrompu des fonctionnaires. Il avait falsifié des documents d'exportation. Chaque délit pris individuellement était mineur, mais ensemble, ils formaient un schéma indéniable de corruption systémique. Amélie a tout rassemblé. Chaque reçu, chaque témoin disposé à parler maintenant que le baron avait perdu son pouvoir territorial, chaque mensonge consigné, et elle a remis l'affaire au tribunal régional, assortie d'une requête formelle non seulement pour les crimes qu'il lui avait commis, mais aussi pour les crimes contre l'État français. La réaction fut rapide et brutale. Les agents du fisc ont déferlé sur les propriétés restantes du baron, tels des vautours.
Ses comptes ont été gelés, ses biens ont été confisqués. Et finalement, un mandat d'arrêt a été émis. Mais lorsque les gardes vinrent l'arrêter, ils découvrirent que le baron s'était enfui pendant la nuit, n'emportant que ce qui pouvait tenir dans les sacoches de son cheval. On disait qu'il avait franchi la frontière suisse. D'autres rumeurs prétendaient qu'il était allé à Paris pour tenter de regagner de l'influence dans la capitale. Amélie ne savait pas quelle version croire, et franchement, cela lui était égal. L'homme était ruiné. Plus de terre, plus d'argent, plus de pouvoir. Il n'était plus que l'ombre de lui-même, et Amélie avait bien trop de travail pour se soucier des fantômes. La reconstruction commença au printemps, non pas celle du manoir. Ils laissèrent les ruines en l'état, monument à une arrogance vaincue. À la place, ils construisirent quelque chose de nouveau dans un champ près du centre du village. C'était un bâtiment de 2 étages, avec d'épais murs de pierre, de grandes fenêtres pour laisser entrer la lumière, et une grande pièce au rez-de-chaussée qui servait d'école le jour et de salle communautaire le soir. Amélie vendit 2 perles pour financer les travaux. Elle économisa le reste pour l'avenir, pour l'entretien, pour les salaires des enseignants, pour les livres. Le père Antoine vint de Saint-Michel pour bénir les fondations. Pascal, l'ermite, apparut comme par magie et travailla à la construction pendant 3 semaines, sans rien demander en retour, puis disparut dans ces montagnes. Et lorsqu'ils ont enfin ouvert les portes, le premier jour de l'été, 30 enfants attendaient, dont les 5 enfants d'Amélie. Bastien, qui avait maintenant 12 ans, était trop sérieux pour son âge, mais ses yeux se sont illuminés lorsqu'on lui a tendu son premier vrai livre. Claire et les 2 autres ont appris l'alphabet avec un appétit vorace. Élise, qui avait maintenant plus d'1 an, rampait entre les bureaux en riant, le plus beau son qu'Amélie ait jamais entendu de toute sa vie. Les années suivantes apportèrent des changements qui transformèrent non seulement Valcourt, mais toute la région environnante. Amélie tint sa promesse. Elle divisa les terres, donna des titres de propriété et abolit les rentes féodales. Au début, beaucoup doutaient. Ils s'attendaient au piège au moment où elle se retirerait et reprendrait le contrôle. Mais ce moment n'est jamais venu. Elle a donc créé une coopérative. Les agriculteurs partageaient le matériel, s'entraidaient pendant les récoltes et vendaient leurs produits collectivement pour obtenir de meilleurs prix à Annecy. La prospérité qui suivit fut modeste, mais bien réelle. La faim avait disparu de Valcourt. Plus aucun enfant ne mourait de froid parce que sa famille n'avait pas les moyens d'acheter du bois de chauffage. Et l'école s'est développée. Elle a commencé avec 30 élèves. En 5 ans, elle en comptait 120, venant de villages, situés dans un rayon de 20 kilomètres. Amélie n'enseignait pas elle-même. Elle engageait de meilleurs professeurs, des personnes ayant étudié dans des séminaires et des universités, mais désireuses de quitter les villes. Elle se rendait néanmoins à l'école tous les jours, discutait avec les enfants et leur demandait ce qu'ils apprenaient. Un après-midi d'automne, approchant déjà la quarantaine, ses cheveux commençant à grisonner, Amélie était assise sur le banc devant l'école, regardant les élèves partir à la fin de la journée. Une petite fille, peut-être âgée de 7 ans, s'est arrêtée devant elle. « Madame Roussel, essayez. Est-il vrai que vous avez traversé la montagne, le passage du diable ?» Amélie sourit. L'histoire était devenue une légende locale, s'enrichissant au fil du temps. Selon certaines versions, elle avait combattu des loups. D'autres, le fantôme des Montclair l'avait guidée. La vérité était à la fois plus simple et plus complexe que n'importe quelle légende. « C'est vrai, » répondit-elle. « Avez-vous eu peur ?» Amélie pensait sincèrement, chaque seconde de chaque minute. « Mais je l'ai fait quand même. » Pourquoi ? Parce que mes enfants avaient besoin que je sois forte. Et parfois, la seule façon d'être forte, c'est de faire semblant de l'être jusqu'à ce que cela devienne vrai. La jeune fille sembla satisfaite de cette réponse et s'enfuit. Maître Dubois, qui s'était installé définitivement dans la région et gérait désormais toutes les affaires juridiques de la coopérative, s'assit à côté d'Amélie. « Nous avons reçu une lettre.
a-t-il déclaré en agitant une enveloppe portant un timbre officiel. Du tribunal de Paris. Amélie haussa un sourcil. Bonne ou mauvaise nouvelle? Tout dépend du point de vue. Le baron de Courtois a été retrouvé. Il vivait dans une chambre louée misérable à Lyon. Il est mort la semaine dernière. D'une pneumonie. Amélie ne ressentait rien, ni satisfaction ni tristesse, juste le vide. A-t-il eu des funérailles? Non. Aucun proche n'est venu réclamer le corps. Il a été enterré dans une fosse commune. De propriétaire terrien à fosse commune en moins de 10 ans. Il y avait là une poésie cruelle. Et Gaspard Lefebvre? Demanda Amélie. Le sbire avait disparu peu après l'incendie. Lui aussi est mort. Il a tenté de voler un voyageur sur la route de Grenoble. Le voyageur était un soldat à la retraite. Cela s'est mal terminé pour Lefebvre. Tous les fantômes furent donc enterrés. C'est étrange, dit lentement Amélie. J'ai passé tellement de temps à haïr ces hommes, et maintenant qu'ils sont morts, je ne ressens plus rien. Ils étaient insignifiants même avant leur mort. Parce que vous avez bâti quelque chose de plus grand que la vengeance, a observé Dubois. Vous avez bâti un avenir. Celui-ci triomphe toujours du passé. Amélie regarda autour d'elle. L'école, les maisons bien entretenues, les enfants qui jouaient sans peur, sans faim. Nous l'avons construit, corrigea-t-elle. Je n'étais pas la seule. Mais ils savaient tous les deux que sans cette traversée suicidaire, sans le courage de traîner une malle métallique sur la glace, rien de tout cela n'existerait. Les années passèrent. Bastien grandit et devint professeur dans l'établissement même. Claire fit des études de médecine à Annecy et revint comme première femme médecin de la région. Les autres enfants s'épanouirent également, chacun trouvant sa propre voie. Et Amélie a vieilli avec dignité. À 60 ans, ses cheveux étaient complètement blancs, comme la neige des montagnes qui avait failli lui coûter la vie. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle tenait sa tasse de thé, mais son esprit restait vif comme la glace. Il continuait d'aller à l'école à pied tous les jours. Il continuait de parler des récoltes avec les agriculteurs. Il continuait de régler les conflits avec la sagesse de quelqu'un qui avait vu le pire de l'humanité et qui avait décidé de bâtir le meilleur. Au fil des ans, il avait instauré une tradition. Chaque hiver, à l'anniversaire de cette terrible traversée, Amélie grimpait seule aussi loin que le sentier le permettait. Non pas jusqu'au passage du diable, ce qui aurait été suicidaire même pour elle, mais jusqu'à un point culminant d'où elle pouvait apercevoir les sommets lointains. Elle portait des fleurs sauvages séchées. Elle les jetait au vent vers les montagnes. Ce n'était pas une offrande aux dieux. C'était une marque de gratitude envers le hasard cruel qui l'avait maintenue en vie, alors que tous les calculs rationnels indiquaient qu'elle aurait dû mourir. L'hiver de sa 65e année, Bastien insista pour l'accompagner. « Il fait trop froid, maman. Ce n'est pas prudent d'être seule. » Elle aurait voulu protester, dire qu'elle avait connu bien pire. Mais elle vit l'inquiétude dans ses yeux. C'était un homme de 40 ans maintenant, père de famille. Et elle céda. Ils grimpèrent ensemble, lentement, Bastien offrant son bras sur les passages glissants. Arrivée au point de vue, Amélie resta longtemps debout à contempler les montagnes. « Tu vois encore ça ?» demanda doucement Bastien. « Quand tu fermes les yeux. »« Toujours, » répondit-elle. « La grotte, la glace, la sensation du métal froid contre ma peau, ton visage quand tu as cru que je ne reviendrais pas. » Elle prit les fleurs et les tint un instant. « Mais ça ne me hante plus. C'est juste une partie de moi. » Elle jeta les fleurs. Le vent les emporta, les pétales dansant comme des flocons de neige à l'envers, s'élevant au lieu de tomber. « As-tu peur de mourir ?» demanda soudain Bastien. Amélie réfléchit honnêtement. « Non. Je suis déjà morte une fois dans ces montagnes. Tout ce qui s'est passé depuis n'est que du temps volé à l'univers. » Elle sourit. « Et j'ai bien utilisé chaque seconde. » Des mois plus tard, par un matin de printemps, où les champs regorgèrent de fleurs et où les enfants riaient dans les cours d'école, Amélie ne se réveilla pas. Son cœur décida simplement qu'il avait assez battu. Il n'y avait plus de douleur, plus de lutte,
juste le silence. Ils la trouvèrent dans son lit, les mains croisées sur la poitrine, le visage serein. Et à côté d'elle, sur la table de chevet, reposait le dernier lingot d'argent, celui qu'elle avait conservé toutes ces années comme un rappel tangible que l'impossible était possible. Une note, écrite de sa main anguleuse, était attachée au métal par une ficelle. À celui ou celle qui trouvera ceci, ce n'est pas un trésor, c'est une leçon. Quand le monde vous jette dans les montagnes pour y mourir, vous avez deux choix. Vous laissez mourir sous la neige ou creuser jusqu'à trouver ce qui est enfoui. J'ai creusé, et j'ai découvert que j'étais enseveli avec le trésor. Quand je suis remonté, je n'étais plus le même. J'étais capable de survivre, de me battre, de reconstruire. Le métal, c'est juste du métal. La valeur résidait dans le voyage. S'en servir comme d'une encre, quand le monde tente de vous submerger. Souvenez-vous, vous êtes un descendant de survivants. Agissez comme tel. Les obsèques ont rassemblé une foule nombreuse. Des gens sont venus de toute la région, des agriculteurs, des enseignants, des médecins et même certains responsables d'Annecy qui avaient travaillé avec elle sur des réformes juridiques. Ils ne l'ont pas enterrée dans un cimetière traditionnel. Au lieu de cela, conformément à ses dernières volontés, ils ont créé un petit mémorial dans le champ devant l'école, une simple pierre de granit provenant des montagnes, avec une inscription qu'elle avait elle-même dictée. Amélie Moncler-Roussel. Il a surmonté l'impossible. Il a construit ce qui était nécessaire. Il a vécu assez longtemps. Et le lingot d'argent? Bastien l'a fondu et en a fait une cloche pour l'école. Chaque matin, lorsqu'il la faisait sonner pour appeler les élèves, le son résonnait dans toute la vallée. Clair, fort, impossible à ignorer. C'était une voix de métal, forgée par la souffrance, façonnée par un but précis. C'était l'écho d'une femme qui avait refusé de mourir, alors que le monde avait décidé qu'elle le devait. Et chaque enfant qui a appris à lire dans cette école, chaque fermier qui possédait ses propres terres, chaque personne qui vivait sans crainte des aristocrates cruels, tous portaient en eux un fragment de cette histoire. Cet héritage ne s'est pas construit sur l'or ou les titres de noblesse. Elle fut bâtie sur le courage dans la glace, sur des joyaux volés au temps, sur des documents qui prouvaient des vérités gênantes, sur des écoles érigées sur des cendres. Et surtout, elle reposait sur la décision simple, obstinée, impossible de continuer à ramer alors que l'univers entier vous crie d'arrêter. Des années plus tard, des décennies plus tard, lorsque Valcourt est devenue une communauté coopérative modèle étudiée par d'autres régions, lorsque l'école s'est étendue au niveau d'études supérieures, lorsque les arrière-petits-enfants d'Amélie ont parcouru le monde mais sont toujours revenus chez eux, ils racontaient encore l'histoire. L'histoire de la veuve qui a traversé le passage du diable. Non pas comme un conte de fées, mais comme une vérité brute et nécessaire. Et chaque fois qu'ils racontèrent l'histoire, ils tenaient à terminer par la question qu'Amélie avait posée ce premier jour de retour. Et vous, avez-vous déjà été jeté dans les montagnes pour y mourir? Et qu'avez-vous fait? Vous êtes-vous allongé dans la neige, ou avez-vous creusé jusqu'à trouver ce qui était enfoui? Car au final, c'est la seule question qui compte. Je ne sais pas si vous avez souffert. Tout le monde souffre. Mais si vous transformiez cette souffrance en quelque chose de constructif, si vous preniez le métal froid de votre pire moment et le transformiez en quelque chose qui réchauffe les autres, si vous avez survécu, ce n'est pas seulement pour vous-même, mais aussi pour créer un monde où moins de gens auront à survivre à l'impossible. Amélie a fait cela. Dites-moi, connaissez-vous quelqu'un qui a transformé une tragédie en un héritage, qui a su tirer profit d'un moment difficile pour bâtir quelque chose de beau? Partagez vos histoires dans les commentaires, je lirai tous les témoignages.